Tu resteras dans l'histoire comme le tout premier sales qui m'a fait venir dans un call de découverte après un démarchage sur LinkedIn. Tout le monde a pris un peu pour son grade, les managers, les commerciaux, les entrepreneurs, tous les mythes aussi autour de la vente. Et le fait de devoir rendre des comptes, ça t'oblige à te lever le cul tous les matins, ça t'oblige à mettre les choses en place, ça t'oblige à avoir un tracking de tes résultats et de tes performances. Il y a une question de compétence. Tu démarres, tu l'as jamais fait, il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui ont déjà bouffé les murs pour toi, donc autant passer par eux. L'automatisation, ça doit répondre à un gain de temps, ça doit pas répondre à un gain de lead. Donc en fait, il faut déjà avoir des leads pour vouloir gagner du temps. Et c'est bon, ça enregistre, on y arrive enfin. Ça va Jules? Ça va et toi? En forme, Hugo? Écoute, nickel, hein, je vois que le petit dégradé là dont tu me parlais, il est pas mal, la Pecou est nickel, t-shirt impeccable, petit micro, on est bien. J'essaye de bien présenter. C'est tout ce qui me reste, donc je fais quand même un effort. Écoute, c'est impeccable, on peut pas trop dire de moi avec mon t-shirt acheté dans une friperie, ma coupe dégueulasse et tout. Mais écoute, on va faire ce qu'il faut, heureusement que t'es là pour relever le niveau, en plus avec une très bonne voix de radio comme on disait. Jules, ce que je vais te proposer pour qu'on commence, c'est que tu te présentes et après on va aller dans le vif du sujet. Je pense qu'on va faire du sale aujourd'hui, ça va parler sales. Donc on va essayer, on va tâcher de parler français quoi. Ok. Sales en français, ça fait sale, donc ça tombe plutôt bien. Écoute, pour revenir, alors je vais pas vous faire sur mes 50 dernières années peut-être, mais peut-être Non. actuellement ce que je fais. Moi, je suis le cofondateur et le CRO de Scalesia, donc je m'occupe de toute la partie revenu, en gros, de savoir comment on va développer la partie revenu de Scalesia sur son entité et à l'échelle du groupe, donc sur toutes les nouvelles offres, toutes les nouvelles agences qu'on vient créer à l'échelle du groupe. Ça touche à plein d'éléments, du marketing, du sales, de la compte management, vraiment tout ce qui va toucher à l'argent de manière générale. Et Scalesia, ce qu'on fait nous, c'est qu'on accompagne les entreprises à se développer dans leur croissance. Donc on a une brique avec notre programme historique qui va être l'advisory, où là on va prendre une boîte en B2B qui tourne déjà, qui fait 200, 300, 400, 500, 1 million, même 10 millions à l'année. Et on vient identifier toutes les contraintes que cette boîte a à l'instant T. Donc, ce qui fonctionne pas dans son système d'acquisition, son système de vente, son offre, et ainsi de suite. On vient identifier ces contraintes-là et derrière, on vient les régler. On vient accompagner les entrepreneurs et ses équipes à pallier justement ces problématiques actuelles qui lui empêchent de péter des plafonds de verre et d'accélérer dans son développement et dans son chiffre d'affaires. Et on fait ça depuis 5 ans maintenant. Et on a une deuxième brique qui est une agence plus done for you, où là, en fait, on vient faire de l'acquisition tout simplement pour des boîtes, soit qui ont déjà un canal d'acquisition qui fonctionne et qui ont envie de mettre un petit coup de boost, soit qui ont envie de développer un nouveau canal d'acquisition en outbound, sur du setting ou sur du cold call. Et là, on vient de développer pour eux, tout simplement. Voilà pour la rapide explication. Et tu sais que j'ai une anecdote gaulerie là-dessus, c'est que il y a 4-5 ans, je pense même que c'était franchement il y a un peu moins de 5 ans, genre fin 2020, donc tu sais genre vraiment l'année Covid, machin, etc. Tu resteras dans l'histoire comme le tout premier sales qui m'a fait venir dans un call de découverte après un démarchage sur LinkedIn. Normalement, je répondais à personne, mais toi, à l'époque, alors, je crois que tu es associé maintenant dans Oui. Scalisia, mais je pense que tu Ouais. l'étais pas à l'époque. T'étais peut-être déjà le head of sales, ou peut-être un simple sales, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu m'avais fait venir dans un call, tu m'avais accroché avec un message sur LinkedIn. Donc en fait, c'est quand même vraiment votre essence et votre ADN chez Scalesia, c'est vendre en fait, c'est la vente, c'est comment qu'on soit au début de son activité, qu'on soit en pleine traction ou qu'on soit en pleine période de scaling, c'est là que vous intervenez quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que j'ai même pas parlé, mais on a aussi un programme pour les boîtes qui font entre 0 et 10 000 qui se lancent. Et en fait, au-delà même de la vente, je vais plutôt parler de la conversion parce que la vente, finalement, c'est un peu la conséquence de pas mal de choses, tu vois. Donc, c'est optimiser ton offre qui va être en amont de la vente, développer ton système d'acquisition, donc comment tu vas générer des opportunités. Et là, la vente qui va intervenir, qui va être comment on va transformer ces opportunités en clients et en argent sur ton compte in fine. Donc, c'est vraiment le système de conversion nous, qu'on va venir travailler de manière générale, et la croissance et tout le parcours entrepreneurial et tout ce que ça peut comporter comme problématique et comme douleur pour quelqu'un qui daigne à s'y tenter.
Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on parle de vente, quand on parle de sales, en fait, c'est hyper large. Si on refait un peu tout Ouais. l'entonnoir ou en fait tout le funnel, hein, ça dépend de la sémantique qu'on veut utiliser. Vous, tu vois, moi, j'aurais pensé que là, en fait, où vous étiez le plus fort, c'était même ce qu'il y avait avant la conversion. Donc, c'était plutôt sur la partie acquisition. Ouais. Alors, je pense que vous êtes pas mauvais là-dessus ou quoi. Mais vous, là, en fait, maintenant, vous voulez vous spécialiser, vous voulez être reconnu. C'est vraiment sur la partie conversion, quoi, du coup. Ouais, en fait, conversion de manière générale, l'acquisition beaucoup, et on parle beaucoup d'acquisition, et historiquement, on a beaucoup parlé d'acquisition, pour la simple et bonne raison que c'est le premier point pour lesquels les gens viennent nous chercher. Si tu dis à un entrepreneur, est-ce que tu sais vendre? Il va te dire oui. Il suffit qu'il ait vendu à 2 potes et 3 recommandations. Il va te dire j'ai 90% de taux de closing, et donc je suis bon en vente, et les gens ont toujours l'impression qu'ils vont pouvoir se démerder si on leur met quelqu'un en call. Parce qu'il y a quelque chose de très intangible, tu vois, dans la vente. Tu te pointes sur un call, tu arrives à avoir une discussion et tu penses que tu es en train de t'en sortir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour les entrepreneurs d'identifier une problématique de vente qu'une problématique de vente qu'une problématique d'acquisition. Là où, bon, bah, si t'as pas de lead, t'as pas d'opportunité, tu le sais, t'as un problème d'acquisition. Et encore, dans 80% des cas, c'est un problème d'offre. C'est un Parce problème de qu'ils produit, vont ouais. tenter des trucs au niveau de l'acquisition et en fait l'offre est juste mal packagée, mal brandée, mal amenée et ne règle tout simplement pas forcément de problématiques sur le marché. Donc en fait, c'est plutôt le marché qui nous a amené à beaucoup parler d'acquisition parce que les gens sont très demandeurs d'acquisition. Mais une fois qu'ils rentrent chez nous, on va développer beaucoup plus la partie aussi conversion. En fait, une fois qu'on est dans une entreprise, on va pouvoir poser un peu toute la roadmap sur les prochains mois et identifier les potentielles problématiques qu'il va y avoir. Moi, pour le coup, je parle beaucoup de conversion, beaucoup de ventes, beaucoup de sales parce que c'est ce qui va me brancher et que il y a déjà assez de monde chez Scalisia qui parle d'acquisition, de setting et ainsi de suite. Bah, c'est ça, ce que c'est que vous, là, ce qui fait un peu votre unicité chez Scalesia, c'est votre capacité à créer beaucoup de contenu, à créer une énorme audience, une énorme communauté autour de vos différentes marques personnelles. Alors bien sûr, au début, donc c'était que Benoît, hein, Benoît Dubo. On dit Dubo ou Dubo, c'était que j'ai jamais su. Je sais pas, moi je le siffle, donc On peut l'appeler connard ou un truc comme ça, sinon ouais, ouais, on fait bien sûr. Enfin, ouais. vraiment, Ouais. c'est toi qui vois. Mais je crois que Bon, c'est voilà. plutôt avec un S au départ. Je vais quand même l'appeler Benoît Dubos, quand même. Je pense que c'est comme ça que les gens l'appellent. Bon, bah, lui, je sais même pas combien il en est maintenant. C'est assez énervant. Mais du coup, vous avez aussi tous un peu suivi. C'est ça que toi, tu crées énormément aussi beaucoup de contenu là-dessus pour parler de sales. Et d'ailleurs, même moi, c'est votre dernière vidéo là que vous avez faite où tu avais réuni 5-6 cracks ou 4-5 cracks du sales sur LinkedIn pour faire une vidéo. Alors, je sais plus comment vous l'avez appelé là, où il y avait Enzo, il y avait, je sais plus qui d'autre il y avait. Basile et Augustin. Exactement. Et ça, du coup, c'est quoi le principe? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Ça va être un rendez-vous. C'est quoi un peu l'idée, un peu ce podcast de bande, alors, qui doit pas être facile à organiser. Ouais, franchement, c'est né de discussions comme ça sur WhatsApp où de temps en temps on discutait, tu vois, sur LinkedIn ou par commentaire interposé et sur un groupe WhatsApp et on s'est dit bah tiens ça pourrait être intéressant de faire une vraie émission sur la vente où on va pas y passer par 4 chemins et on va un peu tirer sur l'ambulance quoi. Donc tout le monde a pris un peu pour son grade, les managers, les commerciaux, les entrepreneurs, tous les mythes aussi autour de la vente. Et c'était une émission qui n'était pas préparée. On a fait la première en janvier 2024. On s'est dit, allez, on se met autour d'une table, on lance les Ah oui, il y a caméras. un an, ok. Ouais, ouais, ouais. On se met autour d'une table, on lance les caméras. On sait que globalement, il y a 4 personnalités où ça peut bien matcher. On dira les termes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça a bien plu, ce format table ronde. Et on en a retourné une en décembre dernier qui est sortie là, un an après la première. Donc avec, ouais. Augustin Tonnel, Basile Vierne et Enzo Colucci. Et on les embrasse. Et ça, c'est un Ouais. truc du coup, qui fonctionne bien. Alors, encore une fois, de toute façon, j'allais dire, est-ce qu'il y a des répercussions positives? Je pense que évidemment que oui. Mais ça, en fait, je pense que vous le faites plutôt, c'est plus une cour de récréation, non? Ouais, mais en fait, ça nous permet aussi, tu sais, le podcast, la vidéo YouTube et ainsi de suite, il y a quand même très peu de médias qui te permet d'aller dans un degré d'intimité et de profondeur avec une personne euh, que ces médias-là, quoi, et que ces canaux-là. Pourquoi? Parce que tu as le temps d'appuyer un propos, tu as le temps d'aller un peu en profondeur aussi sur certaines thématiques, et tu as le temps aussi
laisser transparaître une personnalité et ainsi de suite. Donc quand tu te mets autour d'une table comme ça et que tu viens discuter, que c'est pas forcément préparé, que tu as des questions, que tu viens poser des questions un peu sérieuses, très personnelles aussi, bah, tu as forcément des répercussions professionnelles, bien qu'au départ ce soit uniquement que du kiff. Et sur ta question à savoir si on va en refaire, il y a de grandes chances. Il y a Basile qu'on va très certainement voir aussi un peu plus là sur la chaîne, puisqu'il nous a rejoint chez Scalisia, donc ça on pourra en parler. Et du coup, ils vont rejoindre sur quoi, du coup? Sur la partie sales, sur du contenu aussi qu'on va aller travailler, on vous en parlera bientôt. Et pareil pour Augustin qui nous a rejoint sur la partie plus agence call. On bosse avec lui maintenant sur cette partie call. Et est-ce que Basile a récupéré son compte LinkedIn ou toujours pas? Non. Donc franchement, on en fait un appel s'il y a des gens de LinkedIn qui nous écoutent, libérez Basilian. Ouais, ou laissez-le tranquille. Ouais. Maintenant, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que c'est peut-être même de le laisser tranquille finalement. Ouais. Sur ça. Ok, bon écoute. Hello, je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur depuis plus de 10 ans, créateur de contenu et surtout passionné d'organisation et de productivité. Aujourd'hui, je veux partager avec toi la formation la plus complète du marché francophone sur l'organisation et la productivité. Je l'ai appelée la Bible de l'orga. Il y a 6 ans, je vivais un vrai chaos. Tout semblait m'échapper. Jusqu'au jour où j'ai compris que la clé n'était pas de gagner du temps, mais d'arrêter d'en perdre. Depuis, j'ai structuré ma vie autour de cette idée et j'ai littéralement changé ma façon de travailler et de vivre. Ça fait maintenant 3 ans que je partage quotidiennement mes itérations, mes progrès, mes échecs sur les domaines de l'organisation et de la productivité, que je les partage avec vous sur LinkedIn, via mes newsletters, en podcast. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin avec 37 modules vidéo inédits dans lesquels je dévoile une méthode que je n'ai jamais partagée ailleurs. Une méthode qui fonctionne pour moi, pour mes employés et pour les dizaines de CEO que j'ai eu l'opportunité de coacher. Cette formation, c'est bien plus que des hacks, c'est un véritable système. Parce que tu le sais, les amateurs ont un objectif, mais les experts ont une méthode. Et je vais t'apprendre à créer la tienne. En suivant cette formation, tu vas rapidement reprendre le contrôle de ton temps, pas seulement pour moins travailler, mais surtout pour être libre. Libre de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Libre de consacrer du temps à tes vrais objectifs. Et tu pourras voir les premiers changements hyper vite dans ta vie dès les premiers jours de cette formation. Avec mes 37 modules, tu auras accès à vie à des techniques et des outils que j'utilise au quotidien pour maximiser ma productivité. Et ce n'est pas tout, je réserve à chaque membre un accès à une communauté et à plus de 500 000 € de remise sur tous les meilleurs outils de productivité et pas que. Alors si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton temps et à transformer ta façon de travailler, cette formation est évidemment faite pour toi. Les premiers résultats arrivent dès les premiers jours. N'attends plus, rejoins-moi dès maintenant et démarre ta nouvelle transformation. C'est ici que tout se passe, sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc j'espère à très très vite. C'était une bonne intro pour tout ça. Jules, maintenant j'ai envie quand même qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Vous, pareil, chose qui est assez singulière chez Scalisia, c'est que en fait, on a l'impression que vous créez tellement de contenu et donc du coup en amont de créer du contenu, ça veut dire que vous faites énormément de curation, énormément de réflexion en fait autour de la vente, autour des méthodes et en fait de par vos coachings, vos mentorings, alors je crois pas que vous fassiez des bootcamps ou quoi, mais en fait c'est en éduquant qu'on s'éduque soi-même. C'est-à-dire qu'en fait je pense que vous êtes peut-être l'une des boîtes qui a le plus de contenu et le plus de méthodes par écrit, vidéo, etc. En France. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement une méthode Scalisia et s'il y en a une, c'est quoi et en quoi elle est particulière par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché, quoi? Ouais. Alors c'est une bonne question. L'idée effectivement, déjà au départ de Scalisia, c'était de créer une méthode. C'était de se dire ok, aujourd'hui t'as des agences de grosses, t'as des agences d'acquisition, t'as des agences SEO, mais t'en as très peu qui parlent de croissance vraiment de manière générale. Or la croissance, c'est tout sauf uniquement de l'acquisition, uniquement un bon produit ou uniquement un bon sales. Donc l'idée c'était de pouvoir découper en fait les mécaniques de croissance des entreprises qui fonctionnent et de pouvoir en créer des modèles mentaux et surtout des premiers principes. On va pas forcément se baser sur des hacks, sur des choses qui par définition vont être obsolètes, mais on va se baser vraiment sur des premiers principes psychologiques, que ce soit dans la vente, dans l'acquisition, de comment on vient faire naître une relation et ainsi de suite, pour
pouvoir derrière en développer des méthodologies. Ça s'est fait de manière très empirique aussi, parce que on est notre propre laboratoire. On a l'avantage, tu disais, d'avoir énormément de contenu qui sort, donc énormément d'interactions avec des gens, donc beaucoup de clients. Tu vois, moi, la première année chez Skelisia, j'ai pris, je sais pas, peut-être au moins 1000 calls. Donc sur 1000 appels de vente, forcément, tu as le temps de te créer ta méthodologie, si tant est que tu sois dans l'intention justement de t'améliorer à chaque fois. Parce que tu peux aussi prendre 1000 appels et être en pilote automatique et t'en taper complet finalement de ce que tu es en train de faire. Mais si tu as l'intention de faire mieux à chaque fois, tu vas devenir forcément à un moment donné pas trop mauvais en vente si tu as bien géré ça. Et donc ça m'a permis plus que pas trop mauvais, passer un certain temps, tu deviens même expert. Hein, parce que quand tu plus de 1000 heures sur un sujet, tu le connais par cœur, quoi. Ouais, exactement. Et donc ça permet en fait de manière empirique, tu vois, d'aller créer des méthodologies de vente et d'aller créer tes propres process que tu vas enseigner aussi en interne, que tu vas essayer de répliquer sur tes équipes, que tu vas répliquer aussi dans les accompagnements. Et puis dans la création de contenu, l'avantage quand tu accompagnes des entreprises dans leur croissance, forcément t'accompagnes des boîtes dans leur croissance, donc c'est ton métier. Donc pour créer du contenu, c'est assez simple, on te pose des questions, t'es en frontal avec des entrepreneurs toute la journée. Il y a plein de moments aussi d'impro, on te pose une question, tu sais pas ce que tu penses de cette question avant qu'on te la pose, et puis en fait t'as un élan de folie et tu te dis tiens, en fait c'est intéressant et pourquoi pas aller en créer un contenu et ainsi de suite. Donc la méthodologie Skelisia, c'est vraiment une méthodologie où on va pas regarder uniquement l'acquisition comme je te disais ou uniquement la vente, mais on va vraiment rentrer au cœur du réacteur et identifier tous les points de friction. Parce que quand tu poses à plat un process de ta génération de leads jusqu'à ta vente, jusqu'à même après la question de la compte management, de la rétention, de une fois que tu as un client, comment tu fais en sorte qu'il te rapporte toujours plus. Quand tu poses tout ça, en fait, tu vois que il n'y a pas juste une découverte, une démo et une vente. Il y a peut-être une série de 15-20 étapes. Tu as un pourcentage de qualification, un nombre de rendez-vous. J'allais te dire une dizaine de chapitres, mais tu as raison, c'est encore plus, si tu prends pourcentage de qualification, le pourcentage de show-up, le pourcentage de R1 à R2, les phases de nurturing, les phases de follow-up, si tu prends après la conversion, bref, je vais pas rentrer trop dans de la technique, mais quand tu le mets à plat, tu te rends compte que tu as des goulots d'étranglement qui vont être évidents, tu vois. Si quelqu'un te dit moi j'arrive pas, je vais au sport, mais j'arrive pas à maigrir. Tu vas lui dire ok, combien de temps tu dors par nuit? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu pèses ce que tu manges? Combien d'heures tu t'entraînes? Quelle intensité tu mets dans tes séances? Et en fait, en posant toutes ces questions, la personne, elle comprend que le problème, c'est pas juste d'aller au sport ou de pas aller au sport. Le problème, c'est juste que c'est un tout et qu'il y a plein d'éléments qui peuvent impacter les résultats que la personne va avoir. Donc ça, c'est important sur le fond. Et puis derrière, il y a la forme. Parce que tu te rends compte aussi que le métier de l'accompagnement, le fond, c'est une partie, mais ça passe en grande partie par le fait de faire les choses aux gens. Et c'est le rôle du coach aujourd'hui. C'est de te bouger le cul et d'avoir une accountability, une responsabilisation de ta personne. Parce que si les gens, avant même de pousser dans des stratégies hyper lointaines, si déjà les gens réalisaient les basiques avec la bonne intensité une première fois, qui est de contacter des personnes tous les jours pour pouvoir aller générer du business et ainsi de suite, c'est pas sorcier, t'as pas besoin d'un accompagnement pour ça. Ça, c'est ce que tu te dis au départ. Et en fait, si tu as besoin d'un accompagnement pour te bouger le cul et pour le faire et pour avoir quelqu'un qui va te mettre sur des rails, qui va te dire là, tu vas devoir contacter tant de personnes, là, tu vas devoir mettre ça en place et après, voilà les différentes étapes. Et ça, les grands sportifs l'ont compris aussi. Pourquoi tu prends un Mbappé, tu prends un Tony Parker, tu prends un Johnny Wilkinson, tous ces mecs-là, ils ont des coachs extérieurs pour taper des pénaltys, pour taper des pénalités, pour mettre des paniers. Est-ce que ces gars savent taper des pénalités, mettre des pénaltys et taper des pénalités? A priori, oui. Sauf que le fait d'avoir un regard extérieur, ça te prend un tiers en fait de confiance, tu vois, à qui tu dois rendre des comptes. Et le fait de devoir rendre des comptes, ça t'oblige à te lever le cul tous les matins, ça t'oblige à mettre les choses en place, ça t'oblige à avoir un tracking de tes résultats et de tes performances. Et c'est ça pour moi la vraie puissance d'un accompagnement. Mais ça, les gens ont un peu de mal à le comprendre au démarrage. Parce qu'ils cherchent une méthode miracle, un fond, une stratégie, une thématique. Mais ce que tu vas chercher, s'il y a une discussion en 6 mois dans un accompagnement qui t'a fait changer ta trajectoire d'entrepreneur sur les prochaines années, et juste comprendre un truc, en fait, on s'en fout que tu aies récupéré 100% ou 95% de l'accompagnement. Si ça, t'a vraiment fait changer dans la discussion que tu as eue, et ça peut être parce que tu as payé, ou ça peut être dans un podcast, on s'en tape. Si tu as compris ça, ça t'a changé ta trajectoire.
fondamentalement. Et ça, donc toi, du coup, on parle d'accompagnement. Toi, Ouais. t'interviens aussi en coaching pendant ces accompagnements, que ça soit les Done With You ou les Done For You, ou toi, en fait, t'es juste vraiment sur la partie sales aujourd'hui dans ton scope. Ouais, bah moi j'interviens de temps en temps sur du one-to-one avec des clients sur des thématiques très spécifiques. Aujourd'hui, tu as Basile aussi qui intervient, donc qui reprend vraiment un peu la partie sales revenu. Et toutes les semaines, au-delà de la roadmap et au-delà des interventions des différents experts, il va y avoir une question-réponse, que ce soit avec Christian, Benoît ou moi, que tu peux retrouver en fait à l'intérieur de l'accompagnement, où là, pendant 1 heure, bah, tu te pointes et tu nous poses toutes les questions que tu as sur l'entrepreneuriat. Donc sur des accompagnements par exemple de 6 mois, ben, pendant 6 mois, toutes les semaines, tu vas pouvoir confronter aussi tes interrogations au-delà de ta roadmap très opérationnelle qu'on va dérouler avec des experts, des advisors et ainsi de suite. Ben, tu as un peu ce cerveau collectif, tu vois, qui te permet d'aller régler des problématiques un peu plus macro au quotidien. Donc Et oui. juste avant de poser ma question, pour savoir en fait vraiment de quoi on parle, parce que selon la taille et et l'âge et enfin là où t'en es dans la croissance de ta boîte, ça change. Vous, on est d'accord, votre spécialité, c'est quoi? C'est le 100 à 500, non? Ou peut-être le 500 à 1 million, c'est quoi? Là, c'est notre spécialité. Alors, sur le programme Starter Pack, qui est notre programme 0-10 000, là, la spécialité, c'est de faire passer de 0 à 10 000, de Ah oui, pas... donc vraiment là, on est sur les débutants qui lancent leurs activités, quoi. voilà. Soit qui se Donc, lancent en freelance, ou même les freelances qui lancent leur agence, ouais. ou les gens qui se lancent en solopreneur tout court, quoi. Exactement. Donc là, de focus sur des thématiques très très précises qui n'incombent que à ces personnes-là. Et sinon, on est plutôt sur des boîtes, on va dire, qui font 300, 400 000 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 millions qu'on va pouvoir accompagner sur l'advisory. On a une autre gamme après qui est l'advisory pro. Là, c'est plus pour de la PME, de l'ETI, du grand compte, où là, on est sur un mélange de Done for You, Done with You. Et là, on est plus sur vraiment du consulting, du conseil, où tu rentres, tu passes par un audit et ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, Ok, on a la ouais. C'est pas capacité une offre d'accompagner. écrite, quoi. Ouais, on a la capacité en fait d'accompagner sur vraiment l'ensemble du parcours aujourd'hui entrepreneurial, de ta phase de démarrage jusqu'à une espèce de phase de pré-scale, millions, 2 millions, jusqu'au grand compte derrière s'il y a des besoins. Et du coup, si on revient donc les plus petits, on va parler de ceux que vous accompagnez au début. Donc en fait, ils se lancent et ils se disent bon bah j'ai quand même besoin un peu d'accompagnement pour le début parce que peut-être je sais pas, ils ont pas confiance en eux ou ou c'est leur première boîte. Mais d'ailleurs, première question, pourquoi à ton avis ces gens-là de base ils font appel à vous? C'est quoi? C'est parce qu'ils sont pas confiance? C'est parce que c'est la première fois qu'ils montent une boîte? Parce que c'est des gens en reconversion? C'est quoi un peu le profil? Bah, il y a il y a une partie de la réponse. Est-ce que tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un peu le grand saut, hein, quand peu importe quand c'est la première fois que tu entreprends, c'est le grand saut. Est-ce que ton premier saut en parachute, tu le ferais avec personne derrière? Pas forcément. Donc forcément, ça vient apporter un peu de sérénité, tu vois, dans les compétences, dans le fait de se lancer, de pouvoir avoir quelqu'un pour baquer, pour te montrer, qui va te dire bon bah là tu tires là quand il va falloir ouvrir la toile et ainsi de suite. Euh, oui, il y a une question de compétences. Tu démarres, tu l'as jamais fait, il y a des gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà bouffé les murs pour toi, donc autant passer par eux. Ça, c'est une première chose. Deux, une question de sérénité, c'est-à-dire d'être guidé, d'être accompagné. La première fois que tu lances tes séquences, la première fois que tu vas faire du cold call, la première fois que tu vas faire du setting sur LinkedIn, t'as pas les codes, t'as pas les méthodologies. Donc en fait, tu viens gagner du temps. Et trois, je pense que effectivement, il y a cette notion de gain de temps. Quand tu comprends que ta ressource la plus rare aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est ton temps et pas ton argent, t'as compris pas mal de choses. Pourquoi? Parce que par définition, ton argent est un flux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas faire moins 10 000, il y a un moment où tu vas peut-être faire plus 1 million, puis tu vas refaire moins 2 millions et tu pourras faire plus 10 millions. On s'en fout, c'est un flux, ça va bouger. Ton temps, par contre, c'est un stock. Fini. C'est-à-dire que quand tu as grillé 2 mois ou quand tu as grillé 3 mois sur un produit qui était pourri, sur une offre qui est flinguée, à faire de l'acquisition tout seul et à avoir zéro résultat, ça, c'est mort. Tu l'as perdu à vie. Parce que c'est un stock fini. Donc en fait, il peut se passer, après un accompagnement comme celui-ci, il peut se passer 3 choses. Soit tu as tout défoncé, tu t'es fait accompagner, tu as tout défoncé, tu as explosé ton chiffre d'affaires et c'est magnifique. Deuxième possibilité, il s'est pas passé des choses actuellement dans l'accompagnement pour X raisons. Peut-être que c'est ton cycle de vente qui est plus long, peut-être qu'on était sur déjà transformer un peu ton business avant d'accélérer et ainsi de suite. Mais tu sens qu'il se passe quelque chose. Troisième possibilité,
t'as utilisé les bonnes méthodologies d'acquisition et pour autant ça fonctionne pas. Bah là, bravo, t'as gagné 6 mois dans ton acquisition à t'arracher la tête pendant 2 ans sur un produit qui de toute manière aurait pas fonctionné, ou t'aurais mis 2 ans à te rendre compte qu'il fonctionne pas et à mettre Dieu sait qu'il y en a. attaches et à mettre des attaches émotionnelles dans un produit qui de toute manière aurait eu vocation à ne pas fonctionner. Donc quoi qu'il arrive, en fait, les 3 issues, pour peu que t'aies mis la bonne intensité et pour peu que tu te sois arraché le cul pour avoir les résultats et que t'aies écouté les gens surtout qui t'enseignent tout ça, bah tu peux que ressortir gagnant, on va dire, de ces typologies d'accompagnement. Et je te parle de pour nous ou pour d'autres personnes sérieuses du marché. Yes, ouais, non, mais franchement, on est complètement d'accord. Et si du coup, on se mettait un peu dans cette optique-là de se dire, vas-y, on a une demi-heure et alors bien sûr, on fait pas grand-chose en 30 minutes, mais si on devait, c'est justement essayer de faire gagner du temps aux gens. Et du coup, souvent, en fait, le problème, moi, pareil, ce que je vois, alors j'ai fait beaucoup moins d'accompagnement que vous parce que c'est pas mon métier premier, on va dire. Je l'ai plus fait en mode opportuniste. Mais ce que je vois en fait, c'est que les gens en fait prennent beaucoup de temps justement sur des choses qui sont pas forcément utiles, mais on se voile un peu la face parce que du coup c'est toujours un peu rassurant de se dire j'ai occupé toute ma journée, j'ai vraiment bien travaillé aujourd'hui. Alors qu'en vrai, comme tu dis, des fois en fait il suffit de faire quelque chose qui est très simple. C'est par exemple tu as une idée avant de monter une boîte, créer un logo, déposer les statuts, créer le produit, payer un développeur ou quoi. Fais juste une landing page où tu mets la proposition de valeur, des gens qui vont laisser leur mail et t'essaies déjà d'aller voir ton premier cercle, deuxième cercle et si t'as la chance d'avoir une audience, une communauté, demande-leur leur avis et s'ils s'inscrivent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de traction, qu'il n'y a pas de demande et du coup t'as gagné du temps. Donc voilà, juste pour confirmer en fait ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui le problème c'est comment en fait gagner un maximum de temps en faisant les bonnes choses et donc d'un point de vue sales, c'est quoi un peu si on devait un peu structurer, caricaturer un peu les étapes, on va dire les 3-4 grandes étapes pour une boîte qui se lance, c'est quoi que vous essayez de leur enseigner dès day one quoi. Ouais, bah déjà c'est intéressant ce que tu disais sur cette espèce de journée où tu as l'impression d'avoir fait des choses, mais en fait c'est une immense coquille vide, c'est-à-dire qu'il y a absolument rien dedans. Ça c'est souvent, je le vois beaucoup sur les entrepreneurs qui passent du salariat à l'entrepreneuriat, l'espèce de N+1 imaginaire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu un N+1 et globalement, quand tu es salarié, ben, si tu as fait ce qu'on t'avait demandé et que en fait tu as fait des choses, ta journée est réussie. Peu importe le résultat, il y a une vérité qui est, bon ben voilà, globalement, la journée, ça a bien fonctionné, les gens ont vu que tu avais bossé, donc c'est cool, tu vois, génial, félicitations de la part du manager, etc. Peu importe les résultats, sauf sur des jobs de sales. Et en fait, les gens gardent ce N+1 imaginaire derrière, c'est-à-dire que tu es à la tête de ton entreprise et ils agissent comme s'ils devaient avoir la validation de quelqu'un de se dire bah putain, regarde, aujourd'hui j'ai bien bossé. Sauf qu'en fait, c'est ingrat, l'entrepreneuriat, par définition. Il y a une vérité absolue qui est est-ce que tu as fait des ronds ou est-ce que t'as pas fait des ronds? Est-ce que ce que tu as mis en place, ça a fonctionné ou pas? Et c'est un monde qui n'a ni justice ni raison. Donc c'est comme ça, tu vois. Et ça, quand tu le comprends... C'est un peu comme les Belges en demi-finale qui disaient oui, mais c'est nous qui avons eu la possession de balle. Ouais, mais en fait, les gars, juste vous avez perdu. Donc on en fait, s'en on s'en fout. fout. C'est le résultat qui compte, quoi. On s'en fout. En fait, l'entrepreneuriat n'est pas une démarche artistique. C'est une démarche brutale, ingrate et injuste. C'est comme ça. T'as signé pour ça. Tu mettras un petit peu de temps peut-être à t'en rendre compte, mais ne t'attends pas à avoir une validation de la part de quelqu'un. Parce que tu l'auras pas et les seules validations, ça va être ton audience, ça va être ton marché, ça va être ton produit et ça va être le cash que tu vas imprimer ou pas avec ta boîte. Tu peux avoir d'autres objectifs de valo, de machin, etc. Peu importe, t'as compris l'essence de ça. Pour répondre à ta question sur quand tu te lances, en gros, quelles sont les grandes étapes, si j'ai bien compris, c'est quelles sont les grandes étapes à structurer d'un point de vue process de vente ou en tout cas les choses à mettre en place. Si on doit donner un peu les premières, on va dire les premières pierres de pistes de réflexion. Donc là, c'est vrai que là, du coup, on va plutôt parler à ceux qui se lancent, mais en fait, j'ai envie de te dire, ça vaut pour même ceux qui lancent une nouvelle offre ou qui rachètent une boîte ou qui font voilà ce genre de choses quoi. Ouais. Bah alors déjà la première chose, c'est que pour pouvoir vendre à un moment, il va falloir des appels de vente. Donc pour avoir des appels de vente, il va falloir faire de l'acquisition. Et pour avoir de l'acquisition, il faut un canal. Et donc contacter des gens. Le premier canal que tu dois lancer quand tu lances une nouvelle offre ou quand tu développes un nouveau produit, je parle pour les entreprises B2B, attention, pas B2C, e-commerce et ainsi de suite. C'est un canal rapide, frontal,
efficace. Quelque chose où tu vas pouvoir te confronter et avoir un retour de la réalité le plus rapidement possible. Sortir de ce mode un peu démo le plus rapidement possible. T'es pas en démo, tu dois te confronter à la réalité. Donc ça va être le cold call, ça va être le setting, ça va être le call mailing, mais c'est de moins en moins vrai parce que tu as quand même des volumétries aujourd'hui avec des juridictions qui t'empêchent cette volumétrie et ce feedback instantané. Donc vraiment, je dirais setting, cold call, LinkedIn, va te confronter, va échanger avec les cibles en direct et c'est le meilleur moyen d'avoir un retour et une traction et d'aller modifier surtout et optimiser ton offre en fonction de ces retours que tu vas avoir. Donc ça, c'est la première étape. Ouais. Juste sur le setting, parce que je pense que tout le monde ne sait pas encore Oui. Ce que c'est. Il y en a peut-être encore en 2025 qui ne savent pas ce que c'est exactement le setting. Et c'est pas grave. Une petite définition des familles, mais on leur pardonne bien volontiers. Ouais, ben le setting, alors en effet, c'est absolument pas grave si vous ne savez pas ce qu'est le setting en 2025. Le setting, c'est tout simplement le fait d'aller booker des rendez-vous pour des sales, souvent à l'écrit. Et il y a deux catégories, l'inbound setting et l'outbound setting. L'inbound setting, c'est on va rebondir sur des intentions ou en tout cas des éléments déclencheurs de la part de la personne pour engager des conversations. Exemple, une visite de profil, un commentaire sur un post, une demande de connexion et ainsi de suite. On va rebondir, on va engager de la conversation. Et la différence avec la prospection à froid sur LinkedIn, c'est qu'il va y avoir une démarche beaucoup plus conversationnelle. C'est-à-dire qu'on va préqualifier la personne avant de l'envoyer en rendez-vous. Donc ça, c'est des choses que nous, on fait beaucoup aujourd'hui chez Scalisia et pour nos clients. Et après, l'outbound setting, ben, c'est un peu la même chose que l'inbound setting, mais à froid. Mais toujours dans cette démarche de curiosité, d'avoir une ingénierie conversationnelle derrière et de pouvoir aller voir si la personne est qualifiée, s'il y a un intérêt, de la faire monter en maturité avant de l'envoyer à un sales et de lui dire ben, démerde-toi. Voilà. Donc étape 1, choisir un canal et aller engager du coup la conversation avec une audience, avec tes prospects, que ça soit froid ou plus ou moins chaud, quoi. Ouais, exactement. Donc là, tu développes à fond ton acquisition, tu commences à envoyer des personnes sur des premiers rendez-vous. Dans tes premiers rendez-vous, tu vas avoir un échange très frontal aussi avec la personne et très qualitatif, où tu vas voir si ça prend, si ça prend pas. Est-ce qu'on peut voir peut-être juste ce qu'il y a entre les deux, en fait, entre le moment où on a choisi un canal, on parle à une audience. En fait, déjà, il faut bien écrire son message et en fait, qu'est-ce que toi tu conseilles? Comment on les envoie justement vers cet appel? Parce que je sais pas, on envoie directement vers des landing pages, on les envoie dans des funnels, on leur envoie des trucs gratos. C'est quoi un peu ce que vous recommandez en fait vous par expérience? Alors tout dépend déjà, forcément si tu vends un SaaS à 20 balles ou si tu vends une offre de consulting à 50 000 balles, il y a de grandes chances que le nombre d'étapes et que le support sur lequel tu vas renvoyer soit très différent. T'en as par exemple qui ont du product-led grosse par définition et c'est le produit qui va tirer un peu la croissance ou qui n'ont pas vocation à avoir un appel. Donc par exemple sur un SaaS à 30 balles, tu vas peut-être avoir ta découverte démo en fait en un appel, ça va durer 30 minutes. Sur des phases de consulting à 50 000 balles, tu vas avoir 2, 3, 4, parfois plus d'appels. Et si tu es chez Airbus en train de vendre des réacteurs à un pays, il y a de grandes chances que ça dure 1 an ou 2 ans. Donc ça va en grande partie dépendre sur les différentes étapes du processus commercial de ce que tu vends. Pour autant, si on parle uniquement du lancement, peu importe ce que tu es en train de vendre, moi je pense qu'il faut aller parler à ses prospects quoi qu'il arrive. Même si tu vends du 20-30 balles, au départ, de toute façon, t'es pas dans une démarche économique et monétaire de rentabiliser tes échanges, mais tu es vraiment dans une démarche qualitative de comprendre ce qui plaît pas, ce que j'ai à optimiser ou non. Donc, systématiquement, t'envoies en découverte. Dans la conversation que tu vas avoir en call, là, ça va être assez rapide. Tu vas échanger avec la personne. L'idée, c'est de l'envoyer en rendez-vous et tu prendras le temps d'échanger derrière. Sur la partie setting, ce qui est indispensable à comprendre, c'est les leviers et les mécanismes et les étapes psychologiques. J'en vois trop qui, lors d'un message de prospection, cherchent à vendre leur produit. En fait, dans ton message de prospection, tu vends une découverte. Alors, déjà, dans ton premier message, tu vends l'idée de te répondre, que la personne te réponde. Une fois qu'elle t'a répondu... cette phrase, vendre l'idée de te répondre. Voilà, c'est déjà une première étape. Ensuite, une fois qu'elle t'a répondu, tu passes à la prochaine étape. L'étape, c'est de voir si la personne est intéressante pour toi à envoyer en découverte. Une fois ça, tu dois lui vendre la découverte. En découverte, tu vendras ta démo et en démo, tu vendras ton produit. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui vendent leur produit sur la première connexion. Chose que les gens ne feraient...
ne ferait jamais en physique. Tu vois quelqu'un sur un salon, tu vas jamais dire bah, salut, moi je m'appelle Hugo, on est les meilleurs, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non, tu vas commencer par un petit sparring, des questions peut-être autour de la confiance, mettre à plat en fait la base d'une relation, tu vois, un peu solide pour derrière pouvoir bâtir quelque chose de plus profond et de plus intéressant ou de plus financier ou monétaire. Je sais pas pourquoi les gens ne se l'appliquent pas quand ils sont en digital ou quand ils sont sur LinkedIn ou autre. Donc indispensable d'aller découper les différentes étapes psychologiques dans laquelle se trouve votre prospect. Il ne vous connaît pas, ne vendez pas votre produit. Commencez par vendre déjà l'échange et la relation. Et ça, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Donc là, soit vous avez travaillé ça sur du setting, soit vous avez travaillé ça sur du cold call, vous envoyez en découverte. L'objectif de la découverte, c'est toujours pas de pitcher votre produit. Travailler un cadrage, travailler les questions de situation pour comprendre un peu la situation actuelle et passée de votre prospect, ce qu'il a fait par le passé et là où il en est aujourd'hui. Derrière, travailler une phase de problème, où vous allez venir quantifier vraiment la problématique de la personne et la quantifier d'un point de vue, la peser en fait d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui le frustre, sur quoi il a envie d'accélérer, sur quoi il a envie de ralentir, qu'est-ce qui l'empêche entre guillemets un peu de dormir la nuit. Posez pas ces questions-là. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? On s'en fout. Ça c'est téléphoner à 3000. Soyez malin dans les questions que vous allez amener. Et surtout, allez quantifier la problématique du prospect d'un point de vue chiffré, d'un point de vue numérique. Ok? Ça c'est hyper important. Derrière, soit vous envoyez là sur une phase de transition et vous envoyez en démo, si vous êtes sur un process en 2 temps, soit vous pouvez continuer votre process où vous allez faire une phase de transition, où vous allez projeter le prospect dans la solution, vous allez parler des conséquences, c'est-à-dire ce qui se passe potentiellement si le prospect n'a pas de solution ou n'utilise pas votre solution, ou quel impact ça pourrait avoir aussi sur ses résultats. Phase de conséquences, elle est un peu touchy en France, parce qu'on n'est pas sur un marché US et qu'elle est souvent très mal maîtrisée. Genre les gens vont poser des questions, ben qu'est-ce qui se passe si tu fais rien aujourd'hui? En France, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il a lui? Ben, il se passe rien si je fais rien, tu vois. Donc si tu l'amènes mal, ça peut être très mal perçu. Donc il faut être à l'aise aussi avec cette phase-là en France et puis après derrière t'amènes ton pitch et ainsi de suite. Bon, c'est vraiment une phase méga accéléré aujourd'hui là que je vous fais du process de vente, et encore c'est même pas le process de vente, là je vous parle juste de la structure d'appel, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur des appels. Le process de vente, c'est les différentes structures d'appel qu'il va y avoir, plus tout ce qui se passe entre les appels, les nurturing, les follow-up et ainsi de suite. Tu peux pareil redéfinir ce que ça veut dire nurturing, parce que c'est un mot qu'on voit partout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ma mère la première que j'embrasse, ne sait pas ce que c'est le nurturing. Ouais, le nurturing en fait c'est comment on va venir nourrir la relation avec le prospect tout au long de son cycle de vente. Donc ça peut être avec des contenus, ça peut être avec des use cases, ça peut être avec des témoignages, avec des avis. En fait c'est comment on va aller pousser ces informations là à la personne. Un sales qui a 5 appels dans la journée de 30 minutes, il va passer 2h30 par jour en appel. Ça veut dire que sur 7 heures, il y a un tiers de son temps juste en appel. Donc il y a 2 tiers où il peut faire autre chose pour être d'autant plus opérationnel en appel. Ben là, on peut se poser les questions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que sales pour faire avancer justement ces deals? Ça peut être du posting sur LinkedIn, ça peut être envoyer ces séquences-là de nurturing, de use case, de contenu, de témoignages et ainsi de suite. Bien évidemment, le nurturing, il doit être ciblé. Ce que vous pouvez faire, par exemple, chose toute bête, vous traquez pourquoi vous perdez vos deals. Ok, admettons vous avez 50 deals perdus, ben vous allez traquer raison de la perte, pas le budget, pas le temps, recherche un recrutement ou attend un recrutement pour pouvoir lancer la mission, etc., etc. Vous allez voir là où il y a le plus de répétition dans la raison de la perte. Donc pourquoi vous perdez le plus de deals? Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir derrière créer un contenu pour venir anticiper cette objection directement dans votre cycle de vente. Par exemple, si la personne elle te dit j'ai pas le temps d'installer la solution et que tu perds 80% de tes deals par rapport à ça, tu vas pouvoir faire un contenu que tu vas envoyer en parallèle dans ton process de vente pour dire pourquoi en fait ta solution elle va faire gagner du temps. Ok, non mais ça c'est hyper clair. Et du coup tu vois ça me fait une plus ou moins bonne transition pour la question que je voulais te poser depuis tout à l'heure. Moi je kiffe trop les SaaS, les outils et du coup tous les outils d'automatisation, les outils d'outbound, etc.
toi, alors je suppose que vous en recommandez plein, mais toi, est-ce que tu as, comme ça, on va dire, on va rester avec les gens qui démarrent, on va dire la sales machine de base, de quels outils on a besoin et à chaque fois, à chaque étape, qu'est-ce que chaque outil va t'apporter et comment tu les embriques entre eux. Si tu devais donner, on va dire, on peut donner un exemple 1 et un exemple 2, hein, si tu veux, parce qu'il y a plusieurs choix, mais ce serait quoi ta reco, toi, là-dessus? Ouais. Alors pour moi, l'outil indispensable, c'est un outil qui va pouvoir te permettre de réécouter tes appels. Déjà, c'est de pouvoir t'enregistrer pour te réécouter, pour pouvoir t'améliorer. Ça, à partir du moment où tu as ça, tu peux commencer daigner à dire que tu es sales. Si tu te réécoutes pas, je veux pas entendre le fait que tu sois sales ou quoi que ce soit. Si tu vends sur le terrain, que j'en sais rien, tu vas vendre au resto, tu t'achètes un dictaphone, tu te le mets dans la poche et tu te réécoutes derrière, ou tu lances ton téléphone et ainsi de suite. Si tu réécoutes pas tes rendez-vous, tu ne peux pas t'améliorer, et ça c'est indispensable de se le mettre aussi dans la tête. Donc là, pour les outils, pour du grand compte par exemple, tu vas avoir Mojo qui va te permettre aussi pas mal de choses. Tu vas avoir TLDV, tu vas avoir Cockpit aussi dans les outils français comme Mojo. Tu vas avoir Ripple Tide, c'est ça, ouais. Moi, j'avoue que je dis Ripple Tide parce que je suis un putain de français. Ouais, voilà. Ouais. Mais je pense que c'est Ripple Tide, ouais. Ouais, Ripple Tide. Enfin bon, bref, tu vas en avoir plein aujourd'hui, T'as des IA Clap qui vont te aussi, qui permettre. fait ça avec 2 A. Clap, Je sais plus s'ils le font exactement. aussi Clap, ouais. Si, ils le font Clap. Ouais, t'as Fathom aussi, qui est un outil US. Enfin bon, bref, t'as plein d'outils qui te permettent aujourd'hui de record tes appels, d'avoir un transcript et donc de te réécouter derrière. Le deuxième outil, pour moi, qui est indispensable, c'est d'avoir un CRM. Un CRM, ça veut pas dire Salesforce, ça veut pas dire une grosse machine et ça veut pas dire avoir fait du dev, mais c'est simplement quelque chose où tu vas pouvoir traquer la relation avec ton prospect, où tu vas pouvoir avoir un système de tâches pour pouvoir relancer tes prospects et où tu vas pouvoir en fait tifier. Donc centraliser un peu toutes les relations avec les personnes. Quand tu as 3-4 appels, alors parenthèse, Excel n'est pas un CRM. Voilà, ça je préfère Et quand je sais même pas le si je vais te dire Notion non plus. Voilà. D'ailleurs, c'est Et bien si vous voulez vous faire un CRM d'une 50aine de lignes au début pour démarrer, est-ce que ça vous fait plaisir? Et sinon, ça s'arrête là. Donc en fait, ça s'arrête Voilà. au bout de 3 jours normalement. Et vous allez voir que paramétrer un CRM sur Notion, c'est beaucoup plus compliqué que prendre en main même la version starter d'HubSpot. Hein, parce que les gens disent, Parce que alors, ah non, toi, mais c'est toi, du compliqué. coup, tu utilises HubSpot, toi, du coup? Nous, on est sur HubSpot. Après, j'ai utilisé d'autres CRM. Tu vois, Pipedrive, quand tu débutes, est très bien. T'es pas obligé d'aller sur HubSpot au démarrage. Quand t'es seul ou que t'as quelques sales, ou que tu veux uniquement avoir la partie commerciale sur ton CRM, Pipedrive est intéressant. Et Pipedrive est un outil aujourd'hui qui est très axé sales. HubSpot, tu peux faire du SAV, tu peux faire du marketing, tu peux faire du sales, tu peux faire plein de choses. Donc forcément, quand tu commences à avoir différents pôles, différentes personnes qui interviennent sur ton CRM, là c'est intéressant d'avoir un généraliste pour pas avoir des Zapier, des Make qui vont en fait devoir greffer des outils entre eux si t'as pas toutes les intégrations natives et ainsi de suite. Donc pour pas perdre les gens, Pipedrive c'est très bien pour démarrer. T'as des no CRM aussi qui sont intéressants, ou c'est un CRM français. Enfin, allez dans la simplicité. N'essayez pas d'aller chercher la fonctionnalité qui va vous permettre d'automatiser le truc au poil de cul et tout. On s'en fout de ça. Ayez un système de tâches, ayez des phases de pipeline qui sont claires, donc un cycle de vente qui est hyper clair, et ça sera déjà bien assez au démarrage, et vous aurez beaucoup plus que tous les entrepreneurs. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc du coup, Ouais. tu disais s'enregistrer. Donc là, on a donné toute une liste de tools. Hein. Après, donc du coup, la partie CRM, bien évidemment. Ensuite, Et- sur la partie outreach, enrichissement, etc., qu'est-ce que tu préco et est-ce que tu en préconises vraiment? Alors, c'est là où je me questionne. J'ai pas envie de complexifier parce que l'idée c'est d'apporter à quelqu'un qui démarre. Donc, vous n'avez pas besoin d'un outil de fou pour prospecter. Allez pas. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la technique devient un prétexte pour Ouais. ne pas le faire. Ah, mais je sais pas. Ah, mais ça me fait peur. Je sais pas comment lancer. Ok, tu sais pas comment lancer. Par contre, tu sais comment on appuie sur envoyer, a priori, pour envoyer un message sur LinkedIn. Oui. Ben, commence par tous les jours envoyer 10 messages à ta cible sur LinkedIn. Et déjà, tu feras beaucoup plus que celui qui est en train de préparer sa séquence dans n'importe quel outil de prospection pendant 2 semaines. Pour autant, parce que si on veut en citer,
Lemlist ou Alaxy, c'est deux outils qui sont très intuitifs, qui te permettent de faire de la prospection par mail, qui te permettent de faire de la prospection sur LinkedIn. Dans un premier temps, commence à y aller à la mano, tranquille. Et si tu es en B2B, prends Sales Navigator pour aller créer des filtres, pour aller identifier tes prospects, les personnes à qui tu as envie d'aller parler. Apprends à te servir de Sales Navigator parce que ça va être indispensable dans tout ton parcours. Et après, t'envoies tes premiers messages à la main et tu commences à te gérer comme ça. Tant que t'as pas trop de flux, ça devrait aller. Par contre, si tu envoies 10 messages par jour, quand tu fais 10 messages x 5 jours, ça fait 50. À la fin du mois, tu en as fait 200. Dans les 200, tu en as qui t'ont répondu, d'autres pas répondu, d'autres que tu as envoyé en découverte, d'autres pas qualifiés, d'autres à relancer plus tard. Si tu comptes sur la messagerie LinkedIn pour te retrouver et te dire, ah bah tiens, lui, il faut que je le relance, et ainsi de suite, ça va être très compliqué. Donc nous, on a créé un CRM maison en interne qu'on file à tous nos clients pour pouvoir faire du setting, qui te permet de savoir exactement à quel moment relancer telle ou telle personne, là où tu en es dans tes follow-up et ainsi de suite. Tout est automatisé et ça fonctionne. Et tout ça en fait en mode qui est automatisé en un clic, mais c'est comme si en fait on est chez vous, mais on est dans LinkedIn, c'est ça? Ça vous permet de faire un CRM dans la MP LinkedIn? En fait, on a fait, c'est pas un SaaS qu'on a développé, on a tout travaillé sur Airtable justement pour que tu rentres en fait les personnes au fur et à mesure, et une fois que tu rentres ces personnes-là, derrière tu sais où t'en es, FUP, découverte bouquet, et ainsi de suite. Ça vient te mettre une relance aussi où tu viens rentrer les leads en fait au fur et à mesure dans LinkedIn. T'as des outils comme HubLead aussi qui sont intéressants, qui te permettent d'envoyer aussi tes leads sur ton CRM et qui te permettent d'avoir un tracking là-dessus. Il y a des outils qui sont intéressants, pas tous sont aboutis, ou alors tu as des features intéressantes, mais c'est comme le setting est assez nouveau, forcément personne n'est vraiment encore allé, on n'est pas sur une phase de maturité du marché où tu te dis on a l'outil parfait aujourd'hui pour pouvoir se développer, mais HubLead est intéressant, mais l'idée c'est ce que j'allais te demander. Parce que quand on démarre, aujourd'hui, je trouve que sur le setting, ça manque encore d'outils, tu vois. Tu sais, en fait, par exemple, c'est rien que des outils qui te font de manière automatique, tu vois, des listes de warm setting. Tu vois, par exemple, on encourage souvent les gens à créer du contenu sur LinkedIn, et on continue de les y encourager parce qu'en fait, aller engager la conversation avec les gens qui ont engagé sur tes posts, j'ai envie de dire, c'est une super première étape. C'est que aujourd'hui, à part le faire à la mano ou le faire avec quelques outils, tu vois, t'as Folk qui te permet de le faire. T'as plein d'outils qui te permettent de faire des extractions. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu, t'es obligé d'embriquer 2-3 outils entre eux ou quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un véritable outil qui permet de le faire aujourd'hui. Sur du social warming, on va appeler ça, t'as Breakcold. Donc c'est-à-dire d'aller engager la conversation et de faire du setting sur une audience qui a déjà engagé chez vous. Ouais, t'as Breakcold qui va se rapprocher de ça, où tu vas pouvoir justement, en fait, ce que ça te permet de faire, c'est de définir les personnes que tu as envie de voir, donc tes prospects par exemple, dans Breakcold. Et en fait, dans ton feed Breakcold, tu vas avoir uniquement les posts de ces personnes-là. Donc des personnes avec qui tu as envie d'aller parler. Donc en fait, tous les jours, tu n'as que ces posts-là. Donc tous les jours, tu vas pouvoir aller commenter spécifiquement et liker les posts de ces personnes-là. Ce qui fait que derrière, quand tu vas aller prospecter, en fait, tu as déjà eu un social warming où les gens sont familiers avec ton visage, tu t'es montré, tu as mis des commentaires intéressants et ainsi de suite. Et ils ont un espèce de pipeline, enfin, tu peux faire plein de choses, automatiser des messages, etc. C'est un outil qui est intéressant. Ça s'appelle comment tu dis? Tiens, je vais me le noter. Breakcold. C'est Arnaud. C'est français? C'est français. Lui est français, je crois que si je dis pas de bêtises, il est peut-être aux États-Unis, mais il est français. Ok, écoute, merci pour ça, Jules. En plus, moi, je suis désolé, il va falloir qu'on conclue parce que il est complètement 11h20 et il va falloir que je parte au paddle pour pas être en retard. Mais tu vois, ça me montre bien qu'il faudra qu'on refasse autre chose encore autour du sales parce qu'en fait, en vrai, on pourra en parler pendant des heures et des heures et j'avais d'autres questions qu'il faudra qu'on fasse un épisode 2. Tu montes toi des fois sur Bordeaux ou sur Paris? Paris, ça peut m'arriver. Bordeaux, un tout petit peu plus excentré quand même au niveau de la localisation. Paris, ouais, ça m'arrive. Ok, parce que moi c'est pareil, hein, quand je dois aller à Paris, c'est un peu une contrainte pour moi, mais faudrait qu'on s'organise un truc comme ça où on crée un peu de... Bon, de toute façon, bref, on s'en reparlera plutôt hors podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jules, pour tous ces inputs.
L'idée pour les gens, parce qu'en fait là, toi t'as parlé là pendant 45 minutes, mais du coup il y a 1 million d'autres contenus autour du sales dans l'écosystème Scalesia. Donc qu'est-ce qu'on encourage? On encourage les gens d'aller sur le site de Scalesia et vous avez une sorte de blog écosystème où on peut retrouver un maximum de contenu. Ouais, alors le site de Scalesia, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn où vous allez voir beaucoup de contenu sales pour Jules le Garder. coup, en vidéo et ainsi de suite. Jules Garder, c'est écrit là théoriquement. La chaîne YouTube aussi, on a pas mal de contenu un peu plus dense pour le coup. Et après, ouais, LinkedIn, là on a une Ouais, j'ai vu que newsletter vous alliez aussi. de plus en plus sur YouTube. C'est vrai que il y a encore 2-3 ans, vous y alliez pas beaucoup, mais c'est vrai que là, Mm. YouTube, c'est vraiment le game qu'il faut remporter là. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est En dur, fait, on y a toujours été. C'est juste qu'on a mis une accélération là ces derniers temps sur YouTube. Mais en effet, ouais, on a plein de choses à dire sur la vente, la croissance, l'entrepreneuriat. Donc, on a vraiment un média où on essaye de partager un maximum à ce niveau-là. Tout est offert, tout est cadeau. Donc, allez-y, consommez, faites-vous plaisir. Et moi, j'aurai plein de choses à dire, en effet, dans un deuxième épisode, si tu as envie qu'on se fasse ça. Non, mais carrément, faut qu'on trouve un concept là. En fait, limite, en fait, il faudrait presque, tu sais, faire un concept avec plusieurs sujets, parce qu'en fait, comme on l'a dit au début, en fait, le funnel et toute la chronologie de la vente. Mais en fait, on pourrait faire 10 chapitres, 15 chapitres, 20 chapitres, tellement en fait, il y a de choses. Tu vois, on pourrait parler pendant 1 heure de nurturing, on pourrait parler pendant 1 heure de setting, pendant 1 heure de création de base de données, mais même pendant 1 heure de sales à la mano, tu vois. Moi, c'est que, franchement, moi, je pense que 90% des actions sales que je fais, c'est des choses que je fais à la main, quoi. Alors que les gens, ils s'imaginent qu'on a 1 million d'outils qui travaillent pour nous, quoi. Mais en fait, c'est juste pas le cas, en fait, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Ouais, mais enfin, comme je te disais, vraiment, déjà, commencer par engager des conversations, ce sera très bien et cherchez pas à À la avoir main, ouais. une machine automatisée. L'automatisation, ça doit répondre à un gain de temps. Ça doit pas répondre à un gain de lead. Donc en fait, il faut déjà avoir des leads pour vouloir gagner du temps. Donc réglez déjà les problèmes que vous avez actuellement avant d'en créer des problèmes que vous n'avez pas encore. Vous manquez pas de temps aujourd'hui, vous manquez de leads. Donc allez chercher des leads et quand vous manquerez de temps, vous automatiserez pour gagner du temps. Eh ben écoute, ce sera la punchline de fin. En tout cas, merci beaucoup Jules. Je vais faire les petites mentions légales de fin. Si vous nous écoutez en audio, évidemment, vous mettez 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast. Ça prend 2 minutes, ça m'aide énormément. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez. On est bientôt à 10 000 abonnés. Je suis très content. J'ai mis vachement de temps. Je crois que j'ai pris 4 000 abonnés sur les 12 premiers mois. Et là, on a doublé en un mois. Donc, je sens quelque chose qui se passe sur YouTube. Le travail paie, c'est cool. Merci beaucoup Jules. Allez suivre Jules Garder sur LinkedIn, Scalesia sur tous leurs réseaux. Surtout, franchement, aussi suivre la missive, votre newsletter qui est pas mal pépite. Je sais plus, il y en a 1, 2, 3 par Deux. semaine. 2 par semaine. 2 par ouais. semaine. Je découvre souvent des super outils d'ailleurs dans votre newsletter, donc c'est très très cool. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup à tous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et ciao.